On reçoit aujourd'hui Guillaume Andreu dans le cadre évidemment de Point de bascule, ces interviews que je propose sur une trentaine de minutes chaque jour actuellement dans le cadre de cette communication un peu plus large autour de signatures. On met en avant donc des personnes qui sont devenues des professionnels et qui aujourd'hui impactent le monde grâce à leur transformation. Et notamment, ce sont des personnes qui sont tous passées par le monde de la PNL. Alors, mon cher Guillaume, écoute, si tu avais en quelques mots à nous dire qui tu es aujourd'hui, ce que tu fais, qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Alors moi, aujourd'hui, je suis spécialiste de l'accompagnement au changement. Donc, tout ce qui touche à la transformation de vie, mais qui passe en premier lieu par la transformation interne, bien sûr. Et donc, j'accompagne des personnes, soit en individuel, sur de la visioséance, parce que j'ai des clients un petit peu de partout, soit sur parfois des séminaires. Et là, notamment, j'ai une belle expérience qui est en train de se préparer avec The Expanders, soit de la conférence, soit de l'accompagnement individuel, soit de la formation autour de la transformation, d'aider les gens à y voir plus clair en eux-mêmes, de la réalisation de soi, de l'expansion de vie. Voilà, donc c'est toutes ces dynamiques-là. Notamment autour, on va dire, la transformation personnelle, le fait d'aider les gens à retrouver un petit peu leur boussole et puis de s'aider un petit peu à remettre s'orienter. Du sens. Ouais. Alors, justement, donc l'idée aujourd'hui, c'est de revenir à la fois sur ton histoire, qui tu étais avant, qu'est-ce qui a mobilisé, en fait, en quelque sorte, ton envie d'investir un peu plus que de regarder simplement des livres ou des vidéos pour justement entrer dans on pourrait dire, dans ce monde de la transformation personnelle. Comment cette rencontre, notamment avec la PNL, parce que ça n'a pas fait que de la PNL, mais comment cette rencontre-là a pu être pour toi un facteur, on pourrait dire, de transformation et surtout après, comment tu incarnes ça dans ta vie professionnelle. Puis on parlera un petit peu de ton actualité. On reviendra aussi sur des questions autour de cette communication qu'on parle tant autour de ce film, tu sais, Ghoul avec Pierre Minet. Enfin bref, voilà, c'est un petit peu le sujet du jour. On est parti pour une trentaine de minutes. Alors, qui étais-tu avant qu'on se rencontre d'ailleurs, hein, puisque ça remonte maintenant à quelques années? Je sortais d'un parcours en fait, où je me cherchais beaucoup. Je cherchais ma place et j'avais cru au départ la trouver dans le métier du design. Donc, j'ai fait des études supérieures en arts appliqués. Seulement, j'ai manqué de confiance, je pense, et puis je me suis vraiment posé la question de savoir si finalement ce métier-là, vraiment concrètement, en dehors de l'image que j'en avais, été faite pour moi. Et donc, je ne suis pas vraiment rentré dans ce métier-là immédiatement, et j'ai pris une voie de garage, je pourrais dire, qui était la vente. Parce que il fallait quand même que je gagne ma vie, que je trouve un job, et que je trouvais intéressant d'aller exorciser ma peur des autres, parce que je suis quand même quelqu'un à l'origine qui est assez timide, complexé, introverti, etc. Je n'étais pas très à l'aise dans les relations humaines. Et donc, je me suis dit, je vais aller faire de la vente parce que comme ça va me permettre de me sortir les doigts, comme on dit, l'expression qui n'est pas très jolie, mais c'était un peu ça. Et donc, du coup, je me suis retrouvé là-dedans. Et en fait, je me suis rendu compte dans ce milieu qu'il y avait quand même beaucoup de malaise, beaucoup de mal-être dans le monde du travail, tout simplement, hein, mais dans le milieu dans lequel j'étais aussi. Et j'ai commencé à me dire, mais bon, ça, c'est pas possible. Il doit y avoir la possibilité quand même de mieux vivre sa vie, de trouver des voies professionnelles qui nous correspondent, de se sentir plus épanoui, etc., d'être moins stressé. Enfin, je me posais des tas de questions parce que je voyais autour de moi des gens qui étaient quand même souvent dans le stress ou dans le mal-être ou dans des voies qu'ils n'avaient pas choisies, etc. Et j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel avec la prophétie des Andes. C'est un pote à moi qui m'a offert ce bouquin. Un film aussi d'ailleurs, ce sujet. Ouais, exactement. Et du coup, moi qui me posais plein de questions existentielles, je lis ce livre et d'un coup, je me dis, bon, finalement, peut-être qu'il y a des gens qui écrivent des choses intéressantes sur les sujets qui m'intéressent. Et là, j'ai été m'intéresser donc à toute la littérature. Tu peux voir la bibliothèque qui est derrière. Et pendant des années, j'ai lu. Je me suis informé, mais je m'informais, mais j'appliquais pas vraiment et je sentais que mon esprit commençait à s'élargir sur certains points de vue, sur certaines choses, parce que j'avais quand même au départ des croyances un peu bloquées, un peu. Et donc, je commençais à m'assouplir au niveau de l'esprit, à mieux comprendre des choses, mais intérieurement, dans ma façon de fonctionner, dans ma façon de réagir, dans mes émotions, il y avait toujours des choses qui bloquaient, il y avait toujours des freins, etc. Donc, j'ai commencé à aller voir des professionnels. Oui, donc ça a été le premier point pour toi. Donc, en fait, c'était, si tu veux, d'acquérir du savoir. En fait, j'étais dans l'acquisition de savoir, mais j'étais pas dans la... Voilà, mais j'étais pas dans la transformation. Donc, du coup, il a fallu que quand je commence à aller voir des conférences, des thérapeutes, etc., des coachs, des psychiatres, parce que j'essayais de trouver les moyens de me sentir mieux dans ma peau, de me débloquer sur certains aspects, etc.
Et donc, j'ai fait ça. Et puis, en même temps, je continuais d'apprendre. Et en fait, j'étais tellement passionné. Parce qu'au début, je faisais ça pour moi. Après, pour améliorer mes relations avec les autres. Puis après, je me suis dit, mais bon sang, mais j'adore. C'est mon truc. Je peux lire des heures, je peux apprendre, Enfin, j'étais passionné par ça. J'ai presque envie de dire, je me suis intéressé au design. Et là, je me disais, en fait, on peut être dans le design humain. C'est-à-dire s'améliorer d'une certaine façon, ou en tout cas se donner les moyens d'actualiser les possibles qu'on porte en nous. Moi, j'avais un possible que je portais en moi. Je le sentais confusément sans trop savoir ce que c'était clairement. Et c'est à travers des visions et à travers un certain nombre de pratiques que j'ai fini par me dire, OK, finalement, c'est peut-être cette voie-là qui est la bonne pour toi, dans laquelle tu vas vraiment prendre ta place. Et donc, j'ai commencé à chercher des techniques que je pourrais intégrer. Et là, je suis tombé sur l'hypnose d'abord et la PNL après. On remonte à combien d'années à peu près? C'est pour les gens. Alors, on remonte là, c'était il y a 20 ans, quoi. Il y a une vingtaine d'années déjà. Ouais, il y a une vingtaine d'années. Et donc, je commence à lire plein de livres sur la PNL, sur l'hypnose, tout ça. Et je me mets à essayer de pratiquer quelques outils. Et ce que j'aimais bien dans la PNL par rapport à l'hypnose, qui est aussi très, très intéressante, c'est que la PNL, elle se pratique tout le temps. Tu mets à jour, on est en interaction avec soi-même. En interaction, tu écoutes, tu écoutes les gens, tu essayes de comprendre, de mettre en conscience leur vision du monde, ce qui se passe à l'intérieur. L'hypnose, c'est une fonctionnalité un peu différente, mais je trouvais du coup que la PNL, elle pouvait vraiment être applicable dans plein de domaines. Donc, je me suis dit, je vais peut-être plutôt focuser d'abord sur cette méthode. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de changer de boulot et de me lancer dans l'accompagnement des gens au bien-être, à la gestion du stress, à la relaxation dans un premier temps. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est bien la gestion du stress, c'est bien la respiration, c'est bien la relaxation, tout ça, mais ça ne peut pas traiter, gérer tous les problèmes. Et donc, j'ai cherché à… tous les problèmes, en tout cas, ceux qui étaient plus liés à la transformation, parce qu'on ne traite pas… À des mécaniques psychologiques, à des mécaniques plus anciennes avec des blessures, à des choses comme ça. Et donc, du coup, je me disais, c'est quand même intéressant de comprendre aussi ça et de pouvoir savoir comment accompagner ces changements-là et ces transformations. Et donc, c'est là que je me suis intéressé aux formations de PNL, qui pour moi étaient inaccessibles à l'époque parce que c'était pas évident de trouver le temps d'aller en salle, etc., etc. Et j'ai eu Paul Pironnet au téléphone, à qui j'ai expliqué mon projet de faire évoluer mon activité professionnelle. Et là, tu m'as dit, il y a telle et telles approches qui peuvent être de PNL, qui peuvent être vraiment intéressantes pour toi. J'étais totalement convaincu par le truc, et donc je me suis lancé dans cette formation pour acquérir un certain nombre d'outils. Et là, ça a été une véritable bascule, parce que de ce qui se passait là-haut, de mon savoir et de mes compréhensions, je suis passé dans l'expérience. L'expérience m'a montré des choses tellement différentes de ce que j'imaginais, parce que quand on lit, on imagine, mais on ne se rend pas vraiment compte par l'expérience. Donc l'expérience… On expérimente des choses qui sont plus profondes. Et justement, toi, dans ces expérimentations, au regard comme ça, quand tu regardes à l'époque ce qui s'est passé pour toi, ça va définir comme ça ce qui était pour toi un levier ou des leviers qui ont été plus particulièrement impactants dans ta vie, entre le monde où tu étais dans la compréhension des choses, la curiosité des choses, et le moment où tu as plus expérimenté et transformé. Qu'est-ce qui a été, quand tu te retournes à tout cas… Il y a plusieurs choses qui m'ont impacté à travers, par rapport à la PNL. C'est de sortir des récits, de sortir des autobiographies, enfin des storytelling négatifs qui sont parfois intéressants, mais d'aller chercher le pourquoi pour essayer de trouver le comment. Et de trouver le comment en utilisant des moyens qui sont des moyens de gestion cognitive, on va dire, et des états internes. Et là où ça m'a particulièrement intéressé, c'est la partie des états internes, parce que c'est un peu le nerf de la paix ou de la guerre, on pourrait dire. Et donc, du coup, je me suis dit, waouh, là, il y a des choses que tu essayes de gérer par ton mental, par ton esprit, par tes connaissances, mais qui sont à l'intérieur de toi, pas tout à fait en phase, ou qui parfois sont en dissonance, etc. Et donc, du coup, tout ce travail sur les états internes, sur la gestion des croyances, sur le système de valeurs, ça a été une révélation. Quand j'en entendais parler, oui, c'est important les valeurs, oui, tu vois, c'est un peu… on te dit ça vite fait. Mais intellectuellement, c'était très intéressant. Tu n'avais pas mesuré l'impact que ça pouvait avoir. L'impact, le changement que ça peut avoir intérieurement sur la façon de percevoir les choses, de les interpréter, la façon de rebondir, de prendre sa télécommande personnelle pour gérer ses propres états internes, plutôt que d'attendre que ce soit les autres et l'environnement qui
qui le fassent pour nous, hein, qui nous gèrent à travers leurs propres émotions, leurs propres problèmes. Donc, ça m'a permis d'avoir une forme de maîtrise. Donc, d'apprentissage d'abord, hein, l'apprentissage dans une forme de discipline, d'intégrer des choses, et ensuite d'aller vers une meilleure maîtrise. Maîtrise sous-entend pas forcément contrôle, mais plus d'acceptation de Oui, mes… accueillir, prendre en compte, Voilà, transformer, plus de sensibilité exactement. quant à la manière de Voilà. Bon, après, mettre en évidemment, j'ai lien avec la relation beaucoup avec d'autres choses qui viennent avec ça, qui s'enrobent avec la pleine conscience, avec la psychologie, notamment jungienne, avec l'hypnose, avec plein d'autres aspects. toi qui avais déjà touché à un certain nombre de choses. Est-ce que du coup la PNL, quand tu as découvert un petit peu tout ça, toi, quelle résonance ça a eu avec les autres Alors pour choses que moi, tu faisais? et c'est très intéressant parce que ça va nous faire un lien avec ce qu'on va dire à la fin concernant le film. En ayant vraiment étudié, en allant regarder la philosophie, les différents types de philosophie, les différents types de psychologie, en faisant des liens, en disant, mais en fait, il y a quand même des choses qui se retrouvent. Je me suis dit, en fait, la PNL, c'est une espèce de synthèse pratique, très concrète, très pratique de toutes ces philosophies et de toutes ces idées. Donc, et qui prend en plus en compte les dernières avancées, on va dire, en neurosciences, etc. Parce qu'à l'époque, on n'appelait pas ça la neuroscience, mais toute l'école de Palo Alto et les fondateurs de la PNL s'intéressaient à ce qui se faisait à l'époque dans les recherches sur les fonctionnements cognitifs, etc. Donc, tout ce qui touche à la thérapie brève et tout ça. Et en fait, la PNL, c'est assez fou, parce que même aujourd'hui, quand il y a des nouvelles choses qui sortent, qu'on entend parler de physique quantique, qu'on entend parler de chamanisme, qu'on entend parler de tout un tas d'approches, tu retrouves les fondamentaux, tous ces fondamentaux-là, tu les retrouves modélisés dans la PNL. Et pour ça, pour moi, c'est vraiment une discipline qui est en fait profonde. En fait, elle est profonde, mais pour voir sa profondeur, il faut, comme tu m'avais dit une fois quand je venais en formation, une fois, deux fois, parce que j'ai fait de multiples fois les séminaires de base de tech pour arriver à devenir enseignant dans la discipline. À chaque fois, j'arrivais avec une nouvelle couche et ils disaient, oh là là, Polo, j'ai compris un nouveau truc. Et tu me disais, ouais, voilà, ça y est, là, tu es arrivé au 3e niveau. Et en fait, c'est profond et en même temps, c'est puissant, c'est pratique, c'est concret. Donc, et quand tu regardes et que tu compares ça avec des approches philosophiques, psychologiques, etc., à droite à gauche, tu te rends compte, en fait, que ça revient sur des fondamentaux qu'on retrouve dans beaucoup de choses. Même au niveau psychospirituel d'ailleurs, hein, pour les personnes qui s'intéressent un peu à des dynamiques plus psychospirituelles ou à ces choses-là, la PNL prend aussi en compte cette dimension. Donc cette dimension de l'être, de sa vision du monde, de comment il voit les choses, de sa dimension spirituelle. Mais l'idée, c'est pas d'arriver avec une idéologie, et c'est ça qui est bien avec la PNL, c'est qu'elle n'a pas une idéologie, elle a juste une méthodologie qui permet de pouvoir jouer avec tous ces facteurs. L'environnement, les comportements, les sentiments, les croyances, les valeurs, l'identité, la dimension spirituelle, et de permettre aux gens de se réaligner, de redonner du sens, etc. Donc moi, j'ai trouvé ça génial, et d'ailleurs, je l'utilise beaucoup dans ma Évidemment. pratique, de façon très naturelle, hein, comme l'hypnose d'ailleurs, dans ma pratique avec les gens pour accélérer, parce qu'en fait, moi, je cherchais des méthodes qui soient très efficaces pour accélérer les processus. Tu as eu d'abord ta propre transformation, ton propre impact. Et moi, je t'ai vu aussi, effectivement, à la fois très curieux de beaucoup d'approches, et parce qu'on en a eu énormément d'échanges autour des coins de table, etc. Et puis, je t'ai vu donc, du coup, incarner en quelque sorte ces apprentissages, trouver aussi beaucoup de résonance par rapport à ce que tu avais appris autour. Après, j'ai vu comment tu avais commencé à prendre position dans un statut professionnel, à la fois par le coaching, mais aussi tu as fait des conférences, tu as fait des formations, tu as fait beaucoup de choses. Et ce sur quoi je voulais revenir avec toi, justement, puisqu'on est en train d'évoluer vers cet aspect, c'est comment aujourd'hui, cette approche de la PNL est en résonance avec tout ce que tu avais fait autour, comment tout ça t'a permis, au fond, de construire ta propre identité. Parce que je pense qu'il y a une particularité que je retrouve forte chez toi dans ta posture professionnelle, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose d'incarné, très incarné. Bien sûr, tu as des certifications, tout ça, mais au-delà de ça, on sent qu'il y a une identité qui est assez forte. Et c'est une des choses, moi, qui me porte aujourd'hui
beaucoup dans notre job d'accompagnement, de formation. Je voudrais savoir, toi, comment tu as pu, au regard de ce que tu as vécu intérieurement, comment ça a influencé ta posture professionnelle? Alors, pour moi, on a tous, bon, peut-être pas tous, on va pas généraliser, mais il y a des gens qui sentent à un moment donné qu'ils ont envie d'incarner quelque chose, une posture, un rôle dans une voie professionnelle qui peut avoir du sens pour eux. Ça peut être manager, ça peut être entrepreneur, ça peut être responsable d'entreprise, ça peut être tout ce que tu veux. Moi, ce que j'ai senti, l'appel, la vocation, et je trouve que ce qui est vraiment important dans la vie, c'est d'écouter cette vocation, et même si on prend des risques à un moment donné, d'essayer de l'accomplir, parce que si on n'accomplit pas sa vocation, on peut vraiment avoir des regrets, je pense, dans sa vie. Moi, j'ai senti cet appel, parce que ça fait partie de mon système de valeurs, d'accompagner les autres, de les aider, et j'avais déjà depuis l'enfance cette inspiration et ce truc d'écouter les gens, de capter ce qui se passait en arrière-plan d'eux, etc., etc. Mais sauf que j'avais pas le statut pour le faire et que des fois, du coup, c'était dérangeant. Parce que voilà, je mettais le doigt, je dérangeais un peu les égos, on va dire, sans savoir comment faire en plus pour les aider à changer. Donc, ce truc-là, si tu veux, la PNL, pour moi, ça a été comme la révélation de quelque chose qui était déjà là. Il y avait déjà un potentiel, une possibilité, quelque chose qui faisait partie de ma nature. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne me suis pas tant retrouvé dans le design, alors qu'au départ, je pensais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Je me disais, je suis un créatif, j'adore dessiner, j'adore créer, j'adore imaginer. Mais en fait, en réalité, je préfère tellement l'humain, comprendre, rentrer dans la profondeur, transformer, voir des gens se transformer. En même temps, pour te connaître un petit peu dans ta manière de travailler, je retrouve vraiment l'artiste passionné d'image, de création, de représentation, parce que toi, tu travailles énormément justement avec, on peut dire le design, c'est-à-dire au fond la manière dont la personne se représente, à la fois elle-même, les autres, le monde, sa manière dont elle travaille aussi intérieurement. La particularité du design, c'est de mettre en cohérence la forme avec la fonction. Voilà. Donc, quelle fonction j'ai envie d'avoir dans ce monde? Quel usage, quel service, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de, qu'est-ce qui peut avoir du sens pour moi, et ensuite de donner la forme qui corresponde. Et un beau design, c'est quand la forme correspond à la fonction. Et donc, d'une certaine façon, il y a une forme effectivement de design humain. Et c'est vrai que mon esprit créatif, un peu multi-machin, je ne vais pas utiliser tous les termes, mais fait que j'ai une perception assez globale des choses qui va aussi bien dans du très concret, comportemental, précis, etc., que dans la prise en compte de choses plus globales. Plus philosophiques, plus idéologiques, etc. Et je fais les liens entre toutes ces dimensions-là. Et donc, du coup, c'était pour moi comme une méthode qui m'a permis d'avoir la logique, les stratégies, les méthodologies qui permettent de pouvoir dire, en fait, on peut travailler ça, on peut travailler ça, on peut travailler ça. C'est un peu comme si tu avais des grands principes immuables, en fait, en quelque sorte, qui éclairent un peu les grands principes de l'évolution, de la transformation, tout un volant de techniques et de savoir-faire qui vont autour. Et du coup, à chaque fois que tu accompagnes, en fait, tu redesignes en fonction de la personne, de ta sensibilité. Alors, je suis assez créatif, mais la PNL me ramène, tu vois, des principes et des choses qui sont tellement bien faits et qui fonctionnent toujours. C'est pas pour rien que ça fait 30 ans que j'ai envie de dire que tu transmets à peu près la même pédagogie et tu la fais un peu évoluer, tu l'améliores et tout, mais les concepts sont les mêmes et qui sont toujours aussi vrais. Je veux dire, personne ne peut venir, tu peux prendre n'importe qui, les philosophes, les psys, les trucs. D'ailleurs, les psys viennent se former, moi j'en accompagne. Des gens qui sont psy, coach, etc., etc. Parce que ça marche, c'est concret, c'est à la fois complexe, mais à la fois quand tu as bien intégré, bien compris, c'est comme un super mécanicien qui voit une voiture arriver dans un garage. La personne, elle n'a même pas besoin de dire limite, j'ai un problème, il a juste entendu le bruit, le machin, et tic, 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 il a toute la logique dans sa tête, tac, 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 et il sait pourquoi. Il très vite et il peut prendre en compte. Et justement, toi, alors la PNL est assez large, on ne va pas en faire le tour là, comme ça en 5 minutes, mais quels sont, pour finir, dans ta manière aujourd'hui d'impacter, que ce soit à titre individuel ou collectif, que ce soit auprès du grand public ou des organisations, puisque tu as élargi ton spectre d'intervention un petit peu dans tous ces secteurs. Quels sont, dans les éléments de la PNL, si tu avais à relever 2-3 choses qui, pour toi, génèrent le plus d'impact? Alors, je vais peut-être répondre parce que là, pour l'instant, j'ai un petit blocage avec Polo. Alors,
c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une communication sur les réseaux sociaux avec un réseau, une communauté en tout cas qui a pas mal grandi. J'approche à peu près les 200 000 followers sur tout réseau confondu. Et ce qui fonctionne, c'est que j'utilise la PNL, mais je m'en rends même plus compte parce que je pense que je suis passé au niveau inconscient compétent. Du coup, je m'en rends plus compte, mais je structure mes discours grâce à ces approches-là. C'est-à-dire que quand je parle de quelque chose, mon cerveau va tout de suite chercher à quel niveau ça se situe, de quoi je parle et dans quelle dynamique, dans quel système ça se trouve au niveau du fonctionnement. Et donc, en fait, ça me permet d'avoir des lectures qui sont claires, lisibles. Et ce qui m'est renvoyé par les gens, même si je ne parle pas de PNL, mais que je leur parle d'eux, que je parle d'eux, de fonctionnement, de problématiques très précises, je ne sais pas, problème de rupture amoureuse, problème de manque de confiance dans certains domaines, problème de ci, problème de ça, beaucoup autour de la relation d'ailleurs souvent, parce que la PNL, c'est quand même aussi beaucoup d'outils de communication qui sont… Oui, il n'y a pas d'évolution sans communication, donc on en trouve voilà, partout. de relations humaines, etc., de rapport aux autres, de rapport au monde et de la place qu'on prend dans le monde. Donc, ce n'est pas un truc que individuel. Ça, c'est vraiment très, très important ce que je vais dire parce que la PNL, ce n'est pas du développement personnel. À la base, la PNL, c'est une stratégie de thérapie qui a été optimisée pour être très efficace et qui prend en compte la systémie, qui prend en compte les Virginia Satir, qui était une grande spécialiste des thérapeutes de couple, de groupe, etc. Donc, ça prend en compte la systémie, ça prend en compte le groupe, ça prend en compte le système et l'individu dans le système et comment il prend sa responsabilité, son autonomie, etc. Mais c'est très important de le dire parce qu'il y a beaucoup d'informations qui édulcorent un peu ce sujet et qui disent ouais, bon, la PNL, tout ça, c'est du développement personnel, c'est-à-dire c'est très individualiste, c'est pour se sentir mieux soi sans prendre en compte l'autre. En fait, c'est tout l'inverse. Absolument. C'est tout l'inverse. Voilà, donc je trouve que ça, c'est… On ne peut pas grandir, évidemment, sans son environnement. C'est juste… Et voilà, et sur les réseaux, je communique. De base. Voilà, je communique sur ces deux aspects. C'est-à-dire, si vous voulez être bien dans votre vie, dans votre environnement, dans votre famille, dans votre travail, eh ben, il y a effectivement une part de responsabilité de l'environnement, des contextes et des circonstances dans ce que vous vivez, et il y a une part de responsabilité de ce que vous en faites vous à l'intérieur de vous. Et soit vous en êtes victime et vous subissez, soit effectivement, vous pouvez à un moment donné essayer d'aller activer des trucs en vous pour mieux vous en sortir. Ça ne veut pas dire pour devenir forcément des personnes parfaites, etc., qui réussissent tout, pour qui tout est possible. Mais plus de possible, d'actualiser plus de possible qu'ils portent en eux. Voilà, et moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, évidemment, j'aurais encore envie de t'écouter encore longtemps sur l'impact, évidemment, que les outils de la PNL ont. Je voudrais aborder deux points. Le premier, c'est autour de cette communication, de ce film-là qui fait tant de bruit, sur lesquels on est, j'imagine toi et moi, comme je le suis, interpellé. Je parle du film Gourou. Je voudrais savoir un peu comment toi, ça te fait réagir et puis au regard des interactions que tu as pu avoir autour de toi, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire là-dessus? Et puis après, je voudrais finir un peu sur ton actualité et sur la manière dont, dans ces prochains mois, enfin voilà, nous dire un petit peu que sont un peu tes ambitions. Donc moi, j'ai vécu de l'intérieur tout ce qui est décrit, tout ce qui peut être décrit dans ce type de film. Je l'ai vécu de l'intérieur. J'ai été un acteur dans ce milieu-là. Il y a des choses intéressantes, effectivement, parce que moi-même, j'avais ce discours de dire attention aux dérives, attention aux prises de pouvoir, attention aux postures d'ego, on va dire. Donc ça, je l'ai toujours fait. Donc tout le long de mon développement, j'ai été attentif pour moi, mais effectivement, pendant un temps, j'ai été un peu critique sur certains aspects. Quels seraient d'ailleurs, justement, pour toi, les premiers éléments sur lesquels repose, au fond, sur lesquels on peut être plus attentif ou plus vigilant? Alors, il y a deux parts de responsabilité. Ce qu'attendent les gens et ce que proposent les professionnels. Dans ce film, c'est tourné de façon à dire cette personne abuse de gens victimes, etc. Mais en fait, les gens qui travaillent dans ces domaines répondent à une demande du public. Le public veut des recettes rapides, pas trop d'investissement de temps, pas trop de prise de tête, pas trop d'aller non plus aller se chercher à l'intérieur pour se remettre en question si c'est un peu difficile et que l'ego en prend un coup. Donc, je veux des recettes rapides, magiques, qui fonctionnent efficacement et durablement. Et donc, il y a des espèces de paradoxes ou des espèces de dissonances cognitives. Donc, ce qui fait que les professionnels, pour arriver à capter l'attention des gens, vont avoir tendance à proposer un certain nombre de choses et que l'un dans l'autre, il y a des dérives. Mais ça vient aussi bien des gens qui sont dans l'attente
de trouver une idole, de trouver… Parce qu'il y a plein de gens Réponse qui ont extérieure. envie d'être fans, en fait, qui ont envie de trouver une figure qui incarne quelque chose et de se rallier et de se dire « Waouh, je fais partie, je suis connecté à cette personne ». Ça se passe avec les stars, ça se passe avec les politiques, ça se passe avec tout le monde. Il y a toujours une partie de la population qui a besoin d'avoir des figures qui vont mettre sur un piédestal. Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui se laissent aussi embarquer là-dedans et qui utilisent parfois certains leviers pour amplifier le phénomène. Donc, pour moi, c'est une minorité de personnes par rapport à la majorité des gens dans ces métiers qui le font vraiment parce qu'il y a un vrai intérêt, qu'il y a une vraie passion, qu'il y a une vraie vocation à aider les autres, etc. Donc, pour moi, c'est une petite minorité. Le film est intéressant parce qu'il met en lumière ce type d'aspect, mais pour moi, là où il va un petit peu trop loin, c'est qu'il utilise les mêmes codes et les mêmes leviers qu'il critique pour attirer le public et pour le faire aller dans une certaine réflexion à charge. Donc pour moi, tout ce qui est critiqué par ce film est utilisé dans la façon de l'avoir construit, dans la façon d'en faire la promotion. Déjà, ne serait-ce avec « méfiez-vous de vos idoles » sur l'affiche, on est bien d'accord que c'est une technique de manipulation. Donc du coup, il y a à la fois des aspects qui sont positifs, parce que c'est important d'en parler dans nos milieux de ce type de Oui, et dérive. surtout, je pense un préalable, c'est d'alerter sur les risques parfois un peu excessifs. Donc c'est important d'alerter sur les dérives et en même temps, attention dans la façon de le faire, de ne pas cristalliser, de pas comment on pourrait dire, que toute une profession soit assimilée au mot gourou. Parce que là, en fait, ils assimilent le coaching au gourou. Le coaching, c'est tout l'inverse du gourou, la base. Les formations que tu as en école de coaching, on te dit tout l'inverse du fait d'être un gourou. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est… Même toi Effectivement, en on peut lancer PNL, dans même toi des en PNL, formations un peu construites, un peu bah, la plupart des professionnelles. formations, voilà, après qu'il y ait effectivement le fait de valoriser un peu le narcissisme des gens et de leur dire, bon, tout ça, ça fait partie, mais ça se fait dans tous les domaines, voilà, Oui. dans tous les domaines professionnels. Après, pour ce qui est de mon actualité, bah, je continue d'accompagner des gens donc en visio et sur des programmes personnalisés pour les aider donc à se débloquer des situations de vie, des problématiques. Je lance de plus en plus, je vais lancer des conférences, notamment avec une conférence sur tous ces fameux niveaux de fonctionnement, la logique du changement, en fait, pour passer de l'échec à la réussite. Et je vais faire ça dans le cadre aussi d'un événement qui va avoir lieu le 21 et 22 mars sur Paris, à Nogent-sur-Marne, qui s'appelle The Expanders. Donc, on s'est réunis avec un certain nombre de conférenciers, enfin de professionnels, en gros, dans certains domaines, et qui se complètent. Et on fait un sommet de l'expansion sur 2 jours, avec à la fois une journée sur des conférences et sur des ateliers. Et donc ça, c'est aussi un des sujets qui m'intéresse aujourd'hui, parce que je trouve intéressant d'avoir cette idée d'équipe qui apporte des éléments collectifs et qui permettent pas que venir chercher de l'info sous forme de conférences, mais qui permettent aussi d'avoir des ateliers avec des plus petits groupes pour vraiment pouvoir travailler en profondeur. Voilà, donc c'est l'actualité du moment. Et le développement des conférences, c'est mon nouveau, ma nouvelle. Axe. Mon Tu en as nouvel déjà axe. fait pas mal, mais tu as envie de, en tout cas, privilégier ça Je dans les privilégie ça prochains par mois. rapport au personnel parce que je pense qu'il y a pas mal d'informations intéressantes à faire passer. Bien sûr. Alors écoute, un grand, grand merci, mon cher Guillaume, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui en nous partageant un petit peu ton parcours, tes points de bascule. Juste pour finir, parce qu'on a un petit peu dépassé le temps, mais comme ça, un dernier mot pour ceux qui nous écoutent, qui se posent un peu des questions. Je dis que ta formation, pas que pour l'avoir suivi moi-même, mais par exemple David Laroche l'a suivi aussi, un certain nombre de gens sont passés par ces formations-là. Après, ils ont fait ce qu'ils ont voulu à leur façon, etc. Mais j'ai vu beaucoup de gens passer par ta formation et avoir des vraies transformations de vie. Ça commence par moi, mais ça passe pas que par moi. Et je trouve intéressant. Et d'ailleurs, quand je fais passer des certifications, puisque je suis aussi jury en certification pour toi, quand je fais passer des certifications à des gens qui ont suivi des formations en ligne, je me dis, mais ils sont vraiment bons. Ouais. Alors qu'ils ont suivi en ligne, hein. Donc ils ont eu peu d'interactions en salle et tout. Et je me dis, C'est vrai waouh. derrière les vidéos que les personnes font en ligne, on a énormément derrière de pratiques, on a de la supervision, on a de la contextualisation de ces pratiques dans Et différents pour domaines. autant, c'est plus accessible. Donc, Oui. moi, j'ai envie de dire aux gens, surtout, cet investissement sur soi, sur sa vie,
pour soi, pour son environnement, pour son travail, il est vraiment intéressant. C'est vraiment un truc à faire. Moi, vraiment, je le referai 15 fois, alors que je me suis même parfois retrouvé dans des situations compliquées, mais parce que je sentais que c'était important pour moi. Et finalement, je vis des choses dans ma vie qui fait que je me dis, je regretterai jamais. Pour moi, ça a été vraiment de Transformation. m'autoriser à faire ça, ça a été la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Eh bien, écoute, un grand, grand merci, Guillaume. On va libérer un petit peu tout le monde, puisqu'on avait dit qu'on était parti pour une trentaine de minutes.